La science moderne a maîtrisé l'atome, désintégré la matière, découvert des sources d'énergie nouvelles. Elle a permis à l'homme d'échapper à la Terre, cette planète dont il était hier à la fois le maître et le prisonnier. Elle lui permettra demain d'explorer l'univers. Le domaine de la science a cessé d'être celui des savants dont les communications ne touchaient qu'une minorité d'initiés pour devenir la matière vivante d'une sensationnelle actualité. La science a vraiment progressé à pas de géant. Et pour le grand public lui-même, ce qui paraissait inimaginable hier est aujourd'hui déjà dépassé. Et ce n'est sûrement pas l'astronome titulaire de l'Observatoire de Paris, Paul Couder, qui risque de nous démentir. Ce sont évidemment les découvertes fondamentales des chercheurs qui ont fait jaillir ces innombrables applications d'électricité, le téléphone, la radio, la télévision, l'aviation même, et les prodigieuses conquêtes de la médecine dans sa lutte quotidienne contre la maladie. Et les noms des grands savants qui ont fait ce monde moderne sont bien connus. Galilée, qui à partir de 1600 fonde la mécanique et proclame au risque de sa vie la vérité du système de Copernic. La Terre n'est plus le centre de l'univers. Un peu plus tard, c'est Newton qui pose une loi simple et unique, la gravitation universelle, déduit, explique les principales apparences de la nature, mouvement des astres et chute des corps terrestres, unis dans une magistrale synthèse. À l'aube du XIXe siècle, voici Faraday, simple ouvrier relieur au génie créateur, qui, par la découverte des lois de l'induction électrique, est le père de la gigantesque industrie électrique contemporaine. Au début de ce siècle, un afflux de découvertes fondamentales donne lieu à des applications spectaculaires. Pierre et Marie Curie, qui avec de Becquerel ont découvert la radioactivité et le radium. Einstein, le célèbre fondateur de la relativité, qui bouleverse toute la physique contemporaine. Frédéric et Irène Joliot pour leur découverte de la radioactivité artificielle. Jean Perrin, enfin, mort il y a aujourd'hui 20 ans, et à qui nous rendons hommage ce soir. Jean Perrin, dont nous voudrions maintenant brosser un portrait que ses amis, ses collaborateurs vont nous aider à tracer, en répondant tout d'abord à la question « Qui était Jean Perrin ?» J'ai connu Jean Perrin à partir du moment où j'ai épousé Émile Borel, le mathématicien, qui était l'un de ses plus grands amis. Comment est-ce que je définirais Jean Perrin? Je dirais que jeune, il m'apparut avec une figure d'archange, tandis qu'à la fin de sa vie, il avait une apparence de prophète. Ce qui m'a toujours frappé en lui, c'est son exubérance de vie, sa gaieté, son intelligence et sa curiosité de tout. Et en même temps, ce rayonnement extraordinaire qu'il projetait autour de lui, faisant naître chez ceux qui l'approchaient une curiosité et un goût de toute chose. Ce physicien était un poète, et cela naturellement touchait en moi l'écrivain. Au fond, qu'est-ce que fait un poète? Un poète cherche deux aspects très différents de la nature, il les rapproche, il les unit dans les anneaux d'un beau style, et ça fait une image ou une métaphore. Eh bien, Jean Perrin procédait exactement de la même manière. S'il voulait étudier des aspects invisibles de la nature, les atomes, les molécules, il les comparait à des granules en suspension dans un liquide qui se comportaient de la même manière. C'était encore une forme de métaphore, et cela lui permit de découvrir les masses des molécules. Quand il voulut obtenir confirmation de ces résultats, qu'est-ce qu'il étudia? La mince pellicule qui entoure une bulle de savon. Cela encore était d'un poète, et ça m'enchantait. Je pense que tous ceux qui l'ont connu, comme c'est mon cas personnel, ont conservé un très grand souvenir de cet homme qui était d'abord un savant des plus éminents et des plus éminents du début de notre siècle, et qui était aussi un homme très curieux, très sympathique, avec qui la conversation était très agréable. En particulier, il avait une figure de prophète des temps à venir qui ne pouvait pas ne pas frapper tous ceux qu'il connaissait et qu'on conserve toujours dans sa mémoire quand on l'a connu. Lorsque réapparaît dans mon esprit la figure de Jean Perrin, je l'associe aussitôt à l'image que nous en a donnée un jour Édouard Herriot au cours d'un repas amical. Se tournant vers lui,
il s'est écrié « Regardez cette magnifique figure de savant, ce crâne duquel sortent des flammes blanches, mais des flammes tout de même. Oui, des flammes qui ont éclairé le monde de la physique moderne et qui ont illuminé l'intimité de l'atome, et des flammes aussi dont la chaleur a réconforté bien des âmes, parce que chez Jean Perrin, de magnifiques dons intellectuels étaient associés à les dons généreux d'un cœur qui aimait passionnément toute l'humanité. Paul Valéry lui-même a tracé de Jean Perrin le portrait que voici. Il fut un temps où je faisais mes délices de tout ce qui ne me regardait pas. Un jour de ce temps-là, mon vice me conduisit à la Sorbonne, où commençait de se produire une nouvelle manière d'envisager la philosophie naturelle. Je m'assis dans l'amphithéâtre. Le professeur entra. Sa chevelure, dressée en flammes sur son front, lui donnait je ne sais quel air enthousiaste. Il avait l'œil lumineux, le regard étonnamment variable, passant avec une promptitude prodigieuse de la vision diffuse des choses à la concentration des pensées. Le geste bref, la parole tantôt hésitante et cherchant le dessin exact de quelque idée, tantôt précipitée, volant vers la conclusion qui l'attirait. Un des premiers souvenirs que j'ai, ce sont les réunions du soir chez Jean Perrin dans un tout petit et modeste appartement, autour de sa femme et ses 2 enfants, Aline et le petit Francis, futur commissaire à l'énergie atomique. Il y avait là tout un groupe. Je revois Émile Borel et Paul Langevin qui se disputaient toujours les pincettes et le soufflet pour attiser le feu. Et tout autour, les Curie, Jacques Maritain, Léon Blum, une quantité de gens dont le nom devait retentir plus tard dans beaucoup de domaines, particulièrement scientifiques, qui s'animaient, circulaient comme chez eux et discutaient. Et Perrin au milieu allant d'un à l'autre. L'un tirait un volume de sa poche et en lisait un passage. Un autre récitait des vers. On discutait aussi bien religion, politique, spiritisme que science. Et tout s'achevait généralement dans un véritable canular de normalien, une plaisanterie dressée le plus souvent contre la très jeune femme que j'étais, à la fois éblouie et subjuguée par tous ces garçons de génie qui voulaient bien m'adopter et me traiter en petite camarade. Je crois que pour moi, comme pour tous ceux qui l'ont connu et aimé, eh bien, on ne peut oublier cette bonne grâce séduisante qui le suivait partout, son généreux enthousiasme, et puis cet humour savoureux qu'il a porté dans tous les actes de sa vie, même les plus sérieux. Il m'avait invité à venir visiter son laboratoire, et naturellement, j'avais été très content d'y aller. Et là, de jeunes savants servaient le thé dans des verres gradués et dans des éprouvettes. Là aussi, dans d'immenses tubes de verre, on voyait des fluorescences mystérieuses que Jean Perrin dirigeait à l'aide d'un aimant. Mais surtout, il y avait Jean Perrin lui-même, sa belle tête, ses cheveux en bataille, son air d'ingénuité, de distraction, mais en même temps de puissante imagination et de ténacité. Il avait un caractère très prime-sautier et il paraissait un homme très peu capable de s'astreindre à un travail continu. Or, justement, les expériences qu'il a faites en physique, qui ont fait sa gloire, ont été des expériences qui exigeaient beaucoup de patience, beaucoup de continuité dans le travail. Et on doit se dire qu'il a dû faire un grand effort pour arriver justement à mener à bien ces expériences. Mais il aimait beaucoup la science et il était prêt à se dominer pour arriver à faire une œuvre scientifique importante. Je m'étais fait une certaine idée préconçue du génie scientifique et Jean Perrin y ressemblait exactement. Chez Jean Perrin, l'amour de l'humanité était étroitement lié à l'amour de la science. Toute sa vie l'a prouvé. Vous savez qu'il y a 2 catégories de savants. Le savant qui se confine entièrement dans l'abstrait, qui jette de temps en temps un regard sur le monde, mais qui ne sait pas s'y mouvoir, étant tout à fait désemparé dans la vie concrète. C'est le contraire qui se passe pour Jean Perrin. Jean Perrin était aussi éminent dans l'abstrait et qu'il était parfaitement au courant du concret,
Je me souviens par exemple qu'un jour, il m'a parlé de la recherche scientifique qu'il voulait organiser. Et il m'a parlé des jeunes gens qui avaient beaucoup de peine à poursuivre des travaux avec des obligations auxquelles ils ne pouvaient pas échapper en raison de leur nécessité de gagner leur vie. Et il pensait beaucoup à organiser quelque chose qui leur permettrait de travailler plus librement. Et cela a été l'origine de l'organisation de la recherche scientifique. Je l'ai vu dans ces divers laboratoires où il était un animateur qui savait galvaniser tous les chercheurs. Je l'ai vu cueillant et arrangeant des fleurs. Je l'ai vu toujours avec la même gaieté et le même entrain. Je l'ai surtout connu ami parfait. Sa doctrine était: quand on ne charge pas sur ses épaules le fardeau de ses amis, on n'est pas un ami. Et il mit cette maxime en principe. Jean Perrin savait ce qu'il voulait, il savait où il allait. Il disait à la fin de sa vie: on ne peut pas livrer toutes les batailles. Il choisit celles qu'il livra et il sut les gagner. Vous-même avez fait beaucoup mieux que de connaître Jean Perrin, vous avez vécu avec lui. Quelle image en conservez-vous? Jean Perrin avait un charme extraordinaire. Sa gaieté, son enthousiasme, son caractère juvénile le faisaient aimer des jeunes étudiants et des jeunes chercheurs auxquels il aimait lui-même à se mêler. Permettez-moi un souvenir à ce propos. Vers les années 30, nous avions déjeuné à 5 ou 6 dans un petit restaurant près de l'Odéon avec Jean Perrin. Et après le repas, nous avons regagné le boulevard Saint-Michel et nous sommes entrés dans une librairie qui présentait une réclame de stylographes. Non pas des crayons à billes, mais de vrais stylos qui nous faisaient envie. Ils vous paraissent intéressants? Eh bien, faites votre choix. J'offre une tournée de stylos, s'écria Jean Perrin avec un grand rire. Il avait le culte de la pensée. Et par exemple, il n'hésitait pas à dire, le jour où on parlait de l'étude des langues vivantes: oh, ils vont bien mieux avoir 3 fois plus d'idées que de savoir exprimer chacune de 3 manières différentes. C'était un jour où j'avais eu l'idée, moi, d'écrire un petit roman fantastique qui s'appellerait Le peseur d'armes. C'était ce qu'on appellerait aujourd'hui de la science-fiction. L'idée était qu'un médecin anglais, un peu fou, pesait des cadavres après la mort et découvrait qu'après un certain temps, toujours le même, se produit une chute de poids constante. Alors il se disait que c'était peut-être l'âme qui s'échappait, que l'âme était liée à un fluide analogue à la lumière qu'on pourrait recueillir et conserver, et que ce serait une forme d'immortalité très étrange. J'allais raconter mon petit roman à Jean Perrin, et je lui dis naturellement: tout ceci est de pure imagination, et ça doit vous paraître bien ridicule à vous, savants, mais enfin, si vous aviez cette idée, et si vous vouliez prouver qu'elle est vraie, quelles expériences feriez-vous? J'en ai besoin pour rendre mon roman croyable. Et au lieu de sourire et de se refuser à se prêter à ce jeu, Jean Perrin s'y intéressa énormément, parce qu'il était un poète. Et il me dit: mais voilà les expériences que je ferai. Il me donna une longue liste d'expériences, et bien plus, il prit un papier et dessina les appareils dont mon docteur devrait se servir pour recueillir ses âmes. Et c'est ainsi que je collaborais avec Jean Perrin à une recherche purement imaginaire. L'on parlait de bourse, et Jean Perrin disait: je ne peux pas comprendre la spéculation, parce que si vous touchez de l'argent sans l'avoir gagné, vous le prenez toujours dans la poche de quelqu'un. Ceci illustre un côté particulier de Jean Perrin, qui était la notion que l'argent était un moyen et non un but, et qu'on ne devait jamais avoir de l'argent si l'on n'avait pas fait quelque chose pour l'obtenir. Vous suiviez bien entendu tous ces travaux. Dans ses premiers travaux, Jean Perrin a mis en évidence l'existence directe de l'électron. Il a ainsi écrit le premier chapitre de cette science aujourd'hui fabuleuse, l'électronique. Il a montré que les rayons cathodiques n'étaient que les trajectoires de ces particules d'électricité négative qu'on appelle maintenant des électrons. 10 ans plus tard, il a
mis en évidence l'existence réelle des atomes, en dénombrant ces particules invisibles par 1001 méthodes indépendantes et variées. Jean Perrin, dans son livre « Les atomes », écrit en 1913, montre que des méthodes aussi diverses que la pesanteur et les émulsions, le bleu du ciel, le mouvement brownien, l'épaisseur des lames de savon, conduisent à un même nombre d'atomes dans un atomogramme. Par exemple, il démontre qu'il y a 6 10 puissance 23, un 6 suivi de 23 zéros, atomes d'hydrogène dans un gramme d'hydrogène. Ce sont ces travaux qui lui ont valu le prix Nobel de physique en 1926. Nous allons maintenant voir, grâce à un document unique, Jean Perrin dans son laboratoire. Quand on observe au microscope des particules quelconques, charbon, argent, bulles d'air minuscules, contenues dans de l'eau en équilibre, on constate que ces particules ne demeurent jamais en repos. Elles vont et viennent, montent, descendent, remontent, tournoient, dans une agitation follement irrégulière qui garde indéfiniment la même intensité moyenne. C'est le mouvement brownien. Ces particules en suspension, comme feraient des bouées indicatrices, révèlent une agitation interne violente et désordonnée de ce que nous appelons un fluide en équilibre. L'agitation interne ainsi constatée montre que toute matière est faite de molécules imperceptibles qui s'agitent sans cesse au hasard, conservant éternellement leur mouvement. Ici, nous sommes dans un amphithéâtre où Jean Perrin a longtemps professé. Oui, c'est bien ici que Jean Perrin, pendant de longues années, a enseigné la chimie physique à des étudiants. Et c'est là aussi qu'il organisait tous les lundis des réunions scientifiques autour d'une tasse de thé. Réunions auxquelles participaient des savants français et des savants étrangers de passage. Et où il conviait même des Français étrangers à la science comme Paul Valéry ou André Gide. Mais avant de quitter cet amphithéâtre, nous allons, si vous le voulez bien, nous tourner vers cette fresque qui illustre une phrase célèbre du livre des atomes de Jean Perrin. Vous voyez là, dans un paysage grec, Démocrite qui enseigne à de jeunes disciples la théorie atomique de la matière. La phrase de Jean Perrin est la suivante. Il y a 25 siècles peut-être, sur les bords de la mer divine où le chant des Aèdes venait à peine de s'éteindre, quelques philosophes enseignaient déjà que la matière changeante est faite de grains indestructibles en mouvement incessant, atomes que le hasard ou le destin aurait groupés au cours des âges selon les formes ou les corps qui nous sont familiers. C'est ici qu'il recevait ses visiteurs? Oui, c'était son bureau. Et en particulier, il aimait beaucoup cette banquette où nous sommes assis. Et j'évoque le nombre de fois où je me suis tenu ici même à ses côtés. Les souvenirs affluent en foule à ma mémoire. Jean Perrin aimait beaucoup les romans policiers qu'il distrayait et dont les meilleurs, disait-il, lui rafraîchissaient l'imagination. Je lui avais donné une fois un de mes petits ouvrages d'astronomie et quelques jours après, en entrant ici, je vois Jean Perrin m'accueillir les deux mains tendues en un geste qui lui était familier. « Ah, Couder, il est bon votre bouquin, je l'ai tout lu en 2 soirées. Il m'a économisé l'achat de 2 romans policiers. » Et un bon rire accompagnait ce compliment original. Ce cadre qui évoque pour vous de si bons souvenirs, lui plaisait-il à lui-même? Ce cadre lui plaisait d'autant mieux qu'il l'avait édifié lui-même. Les architectes à cette époque connaissaient mal les exigences d'un laboratoire moderne.
Voici le bureau même où il a tant travaillé, et sur ce bureau, nous avons remis les plans qu'il a établis en collaboration avec son architecte, et qui sont signés de son nom, et il a suivi pas à pas l'exécution des travaux. Jean Perrin fut le promoteur de nombreuses institutions, laboratoires de chimie physique dont la chaire fut créée pour lui. Là, des générations d'étudiants se sont initiés à la physique moderne. L'Institut de biologie physico-chimique fondé sur son inspiration par Edmond Rothschild. Biologistes, physiciens et chimistes y mènent des études parallèles sur les problèmes de la vie. Le Palais de la Découverte, où sont montrées de manière vivante les principales expériences de chaque science jusqu'aux plus récentes réalisations. L'Institut d'astrophysique, où s'élaborent les théories et s'étudient les documents que les chercheurs vont recueillir à l'Observatoire de Haute-Provence, car l'observation du ciel, dans nos villes enfumées et trop éclairées la nuit, devient presque impossible. Le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, logé dans des bâtiments modernes, dirige maintenant des milliers de chercheurs et des instituts dans la France entière. Il réalise la grande idée de Jean Perrin: le bonheur des hommes et l'avenir de la nation reposent sur les conquêtes de la science, et il est criminel de laisser se perdre dans un métier sans portée des individus d'élite, faute de moyens financiers pour les faire vivre dans la science. Pour des sujets remarquables qui eussent été obligés d'abandonner leurs recherches pour soutenir leur famille, Jean Perrin eût voulu encore une bourse d'appoint à la famille. Sur l'initiative de Nin Choucroune, fidèle collaboratrice du maître, le baron Edmond Rothschild vient de fonder sur ce principe la première bourse Jean Perrin. Puissent d'autres mécènes français avoir l'honneur de suivre cet admirable exemple. Pour l'astronomie, Jean Perrin avait une grande prédilection: la beauté et la poésie du ciel, la grandeur des objets que l'astronomie présente à l'observateur s'accordait parfaitement avec les qualités profondes de son âme. Mais surtout, Jean Perrin estimait que l'astronomie avait été le libérateur de la raison humaine. Il l'a écrit en des pages inoubliables, et je ne résiste pas au plaisir de vous lire la première et la dernière phrase d'une préface qu'il a écrite pour moi. C'est une bien faible lumière qui nous vient du ciel étoilé. Que serait pourtant la pensée humaine si nous ne pouvions pas percevoir ces étoiles, comme il fut arrivé par exemple si, pareil à sa sœur Vénus, la terre s'enveloppait toujours d'un manteau de nuages. Nous prenons confusément conscience d'être une des vagues d'assaut qui se succèdent dans la poursuite d'un idéal sans cesse plus haut, et cela peut nous consoler des petitesses et des misères d'une existence trop brève, où du moins les lueurs venues de l'infini auront jeté quelque sérénité. Dans ses intuitions fulgurantes, Jean Perrin passait sans effort de l'atome à l'étoile. Dès 1901, il propose pour l'atome une organisation intérieure semblable à celle du système solaire. Il entrevoit un noyau lourd, central, autour duquel circuleraient des particules légères, les électrons. Ce modèle d'atome a servi de base aux études atomiques jusqu'à une époque récente et demeure encore le modèle le plus intelligible aux profanes. En 1919, Jean Perrin a apporté une contribution majeure à l'astronomie. En méditant sur les torrents de lumière que les étoiles déversent dans l'espace pendant des milliards d'années, il a émis l'idée que la seule source possible pour ce torrent d'énergie, c'était les réactions nucléaires qui convertissent l'hydrogène en hélium. L'astronomie contemporaine a confirmé avec éclat cette intuition que les jeunes physiciens considèrent maintenant comme une évidence. Et les astronomes doivent encore à Jean Perrin leur plus bel instrument de travail. Devenu secrétaire d'État à la recherche scientifique en 1937,
il a eu la joie de signer le décret qui fondait l'Observatoire de Haute-Provence. Cet observatoire est devenu maintenant le plus bel observatoire d'Europe. Ses bâtiments, ses ateliers, ses coupoles s'étendent sur 100 hectares. Son équipement est ultramoderne. Un télescope de 193 cm de diamètre, sous coupole de 20 mètres, s'y associe avec un télescope électronique actuellement sans rival. Les astronomes français et étrangers vont en Haute-Provence accomplir des missions scientifiques et ils logent dans une maison que, par une reconnaissance bien naturelle, on a nommée la maison Jean Perrin. Comment maintenant provoquer l'attrait de la recherche, la vocation de se livrer à cette recherche? Pour répondre à cette nécessité, en 1937, à l'occasion de l'exposition universelle, Jean Perrin et Henri de Jouvenel ouvraient au grand public une maison où la science, présentée sous une forme vivante et simple, était offerte aux jeunes vocations, le palais de la découverte. On entre dans ce palais dans un grand silence, comme dans un temple où s'élabore la science. Des millions de visiteurs sont venus pour écouter les conférences des savants, pour suivre les expériences que commandent des démonstrateurs avertis, pour s'inspirer des dessins géométriques et des tableaux numériques, pour voir les appareils au repos et en mouvement. Et si parmi ces millions de visiteurs, il y en a un jour un qui se sent attiré par le désir de connaître et d'apprendre, si cet homme apporte à l'humanité des découvertes nouvelles, alors le but de Jean Perrin sera atteint et son nom sera 2 fois vénéré. Oui, 2 fois vénéré, ce prophète des temps modernes qui a été privé de bien des joies dans son enfance. Il appartenait à une famille où il fallait compter sans cesse. Jeune lycéen, étudiant romantique, puis jeune professeur déjà célèbre dans le monde entier, la guerre de 1914 emmène cet ardent patriote aux armées où il invente le repérage par le son. Plus tard, c'est la gloire du prix Nobel qui consacre l'entrée en lice des atomes et ouvre l'âge de l'énergie nucléaire. Jean Perrin associait en lui 2 hommes presque contradictoires, un savant méthodique, rigoureux, persévérant, et d'autre part un romantique ardent, un poète enthousiaste. Il a été non seulement un génie créateur, mais un prophète optimiste, confiant en l'avenir de la science. Il pensait que la découverte était le seul moyen de préparer pour l'humanité un avenir meilleur. C'est pourquoi il a lutté jusqu'à la limite de ses forces pour obtenir du gouvernement les institutions qui permettent maintenant d'offrir aux jeunes intelligences des possibilités presque illimitées de recherche. Nous allons l'entendre parler lui-même de ce sujet de la recherche scientifique qui lui tenait tant à cœur. Toute nouveauté vraiment utile à l'homme ne peut être obtenue que par la découverte des choses inconnues, poursuivies sans aucune préoccupation utilitaire. Ainsi, en tout domaine, pour acquérir de la puissance, pour diminuer ses corvées, qu'il ne faut pas confondre avec un travail noble, pour faire reculer la vieillesse et la mort elle-même, pour briser enfin le cadre étroit où notre destin semblait à jamais enfermé, nous devons faciliter la recherche scientifique désintéressée. Vous tous, qui allez m'écouter par dizaines de milliers, vous qui me voyez sans que je vous voie, entendez mon appel et contribuez par toute votre influence à faciliter cette recherche conquérante qui fera le bonheur et la liberté des hommes.